Cette une du Sun, un journal américain, pourrait bien résumer pourquoi la Russie a choisi de mettre ses troupes en mouvement à la frontière de l'Ukraine. Pour comprendre cette crise géopolitique qui prend des tournures d'invasion de l'Ukraine par la Russie, il faut remonter à la fin de la guerre froide, 1990, lorsque le secrétaire d'État James Baker promet à Mikhail Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas dans la zone d'influence de la Russie. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, on n'y est pas. Depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN n'a cessé de s'élargir à chaque fois plus près des frontières russes. Pourquoi parler de cette crise ? Car elle n'est peut-être pas étrangère à la chute des marchés de ce mois de janvier 2022. Par ailleurs, si cette crise continue d'évoluer vers l'invasion de tout ou partie de l'Ukraine, les conséquences politiques seront fortes. Allez, c'est parti. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, à ce jour, la Russie a amassé environ 100 000 militaires à la frontière de l'Ukraine après avoir envoyé le 17 décembre une série de requêtes sous la forme de 2 traités à destination de l'OTAN et des USA. Mais alors qu'est-ce que la Russie demande ? En résumé, la Russie demande à l'OTAN de revenir à sa configuration de 1997, ce qui revient à exclure 14 pays proches de la Russie. Ensuite, la Russie demande à ce que l'OTAN s'engage formellement à ne plus jamais élargir sa zone d'influence en direction de la Russie. Est-ce que ce sont des demandes raisonnables ? Mais il y a plusieurs façons de voir la chose. D'un côté, les USA estiment que la Russie doit être au minimum fortement amoindrie, car sa puissance militaire reste réelle et sur certains points, comme les missiles balistiques, au-dessus de la technologie américaine. En considérant que les USA se perçoivent comme un empire qui ne peut pas souffrir de rival, la Russie est perçue comme un danger permanent. Du point de vue des Européens, la fragmentation du continent avec de multiples États souverains qui n'appartiennent à aucune force impériale a fait émerger cette vision que chaque peuple peut s'autodéterminer librement et sans subir l'influence d'un hégémon local ou mondial. Bien sûr, l'Europe subit fortement le fameux soft power des États-Unis au travers de nombreux traités commerciaux, d'amendes infligées à ces entreprises lorsque les USA estiment que le droit américain qu'ils ont attaché à l'utilisation du dollar a été violé. Par ailleurs, depuis l'Europe, la Russie est perçue comme un danger potentiel car les pays d'Europe sont totalement dépendants de l'armée américaine pour assurer leur sécurité puisque la quasi-totalité des pays européens se sont démilitarisés dans les faits. Seule la France dispose encore d'une armée réellement polyvalente, mais en même temps, elle n'a pas les moyens de tenir un conflit. En Libye, par exemple, au bout de quelques jours, ce sont bien les Américains qui fournissaient les bombes aux Français car ils étaient rapidement à court de stock. La Russie est aussi perçue par les Allemands et les pays de l'Est comme un pays indispensable pour son approvisionnement énergétique. Les Européens sont donc tiraillés dans une vision libérale qui affirme que chaque pays a le droit de s'autodéterminer librement et par conséquent que la Russie ne peut pas se permettre d'envahir les pays de son choix, et en même temps, les Européens savent que c'est bien la Russie qui tient les clés de l'approvisionnement en énergie de l'Europe. De cette façon, on comprend mieux pourquoi l'Allemagne appelle à l'indulgence envers la Russie dans le train de sanctions qui pourrait lui être infligé. D'un côté, on pourrait plaindre la position allemande très inconfortable. De l'autre, on peut aussi entendre le point de vue russe qui est le suivant. La Russie est historiquement bien plus proche de l'Europe qu'elle ne l'est de la Chine. Il est donc incroyable que l'hostilité européenne envers la Russie, qui n'est rien d'autre qu'un alignement sur les intérêts américains, ait réussi à faire de la Russie un allié de la Chine. Par ailleurs, en termes d'intérêt géopolitique, l'Europe aurait énormément gagné à cultiver une alliance avec la Russie. Mais pour cela, que demande donc Poutine ? Est-ce que envahir l'Ukraine est son objectif principal ? Clairement, non. Les Russes ne pensent pas en priorité en termes de démocratie, mais en termes de puissance. Ils veulent donc que les grandes puissances du monde respectent leur zone d'influence. Pour Poutine, l'avancée de l'OTAN, donc des USA en Ukraine, est une menace pour la puissance russe. En conséquence, Vladimir Poutine a mis en marche une stratégie de reconquête de ce qu'il considère comme son espace vital. Et c'est là qu'il faut parler de la crise ukrainienne au début des années 2010. En 2010, justement, a lieu l'élection présidentielle où Viktor Yanukovych, candidat pro-russe, sort vainqueur face à Yulia Tymoshenko qui est pro-européenne. Comme vous pouvez le voir sur cette carte du résultat des élections, le pays est fortement clivé politiquement entre l'Est qui est pro-russe et l'Ouest qui est pro-Europe.
À cette période, le président Yanukovych réussit l'exploit de signer 2 traités commerciaux avec l'Union européenne et la Russie, ce qui ne manqua pas de provoquer une crise diplomatique puisque l'Union européenne et la Russie ont cherché à ramener l'Ukraine exclusivement à elle. Au final, en 2013, l'Ukraine de Yanukovych, sous la pression de 2 puissances, finit par se rallier à la Russie et laisse tomber le traité avec l'Union européenne. En décembre 2013, s'ensuit un grand mouvement de protestation pacifique appelé Euromaïdan, porté par des Ukrainiens de l'Ouest pro-Europe. Ce mouvement sera récupéré par des milices violentes et soutenu par les Américains contre le président pro-russe Yanukovych. Yanukovych fuira le pays et sera destitué au profit du leader de l'opposition pro-UE, Arseniy Yatsenyuk, avec le soutien des Américains, en témoigne l'enregistrement de Victoria Nuland, qui est une diplomate américaine en charge du dossier pour les US à ce moment-là. Dans cet enregistrement, elle passe en revue les candidats potentiels à la présidence de l'Ukraine et finit par conclure que Yatsenyuk fera l'affaire et que l'Union européenne n'a qu'à, dans le texte, aller se faire foutre. C'est à ce moment que les tensions s'exacerbent progressivement jusqu'à faire ressurgir le clivage pro-UE, pro-russe dans la population ukrainienne. L'est du pays comprend 2 régions clés pour la Russie, la Crimée et le Donbass. La Crimée est un port militaire dont l'accès est concédé à la Russie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la population est largement russophile. 80% des habitants ont la nationalité russe ou de la famille en Russie. L'autre région, le Donbass, est tout simplement une zone tampon avant la frontière russe. Ensuite, les événements s'enchaînent. Le 2 mars, les troupes militaires russes envahissent la Crimée et le 18 mars 2014, Poutine annexe la Crimée à la stupéfaction des Européens et des Américains. Il est important de noter que cette annexion s'est faite en un éclair, car il n'y a eu aucune résistance de la part de la population de la Crimée, qui s'identifie déjà comme bien plus russe qu'ukrainienne. Par ailleurs, économiquement parlant, le niveau de vie est supérieur en Russie par rapport à l'Ukraine. On peut comprendre que les habitants étaient plutôt enthousiastes à l'idée de faire sécession avec l'Ukraine qui s'enfonçait dans la guerre civile et la haine de la Russie. Par exemple, dès la destitution du président pro-russe Yanuchenko, le Parlement pro-Europe à Kiev avait fait abroger une loi sur la reconnaissance des langues régionales dont le russe et le tatar dans un climat de haine de la Russie. Ambiance. Ensuite, pour ce qui concerne le Donbass, la situation s'est largement enlisée dans une guerre civile larvée, soutenue par les Russes d'un côté et les Américains de l'autre, qui entretient une sorte de statu quo qui perdure jusqu'à ce jour. Et c'est à ce stade que nous rejoignons les tensions actuelles avec la Russie qui menace d'envahir l'Ukraine. En réalité, la Russie n'a pas changé sa position d'un pouce et se prépare depuis au moins 2013 à reprendre le pouvoir sur le Donbass. Il me semble peu probable que Poutine aille jusqu'à Kiev, car la population dans l'Ukraine de l'Ouest lui est fortement défavorable. Dans le Donbass, par contre, les Russes seront probablement accueillis à bras ouverts. Pourquoi envahir le Donbass aujourd'hui en 2022 plutôt que plus tard ? Là, je rentre dans des conjectures et je vais peut-être me planter dans les grandes largeurs. Mais bon, voici ce que je comprends de cette situation. Comme je vous l'ai dit, la Russie est devenue agressive sur la Crimée et le Donbass en 2014, lorsque les USA ont menacé de mettre des troupes de l'OTAN à 2 pas de Moscou. À titre personnel, je trouve que les demandes de Moscou aux USA de revenir à la configuration de l'OTAN de 1997 est tout à fait raisonnable et justifiée, car cela permet à ces 2 grandes puissances de pacifier leurs relations en prenant de la distance l'une par rapport à l'autre. Reste que je suis à peu près certain que les USA n'accepteront jamais ni de reconfigurer l'espace de l'OTAN pour honorer leur engagement post-guerre froide, ni de renoncer à armer l'Europe de l'Est pour tenter d'étouffer la puissance russe. Vladimir Poutine le sait bien, et ce n'est pas pour rien que la Russie a énormément investi dans les missiles hypersoniques jusqu'à posséder une avance technologique bien spécifique sur ses armes. Mais pourquoi des missiles de ces types ? J'y vois 2 raisons. La première, c'est que ce type d'armement permet de rivaliser avec un détachement naval américain. De tels missiles pourraient couler le ou les porte-avions au centre d'un tel déploiement. Bien sûr, la puissance des USA reste bien supérieure à celle de la Russie, mais la Russie est tout de même la 2e puissance militaire mondiale. Pour bien le comprendre, il faut savoir que l'arsenal nucléaire de la Russie est simplement gigantesque, avec des milliers de têtes nucléaires, et que les missiles hypersoniques dont la Russie est équipée permettent de projeter des armes nucléaires.
Tout cela pour vous expliquer que l'Europe est aussi très précautionneuse lorsqu'elle s'adresse à la Russie, car elle n'a pas les moyens de contrer militairement une invasion du Donbass par la Russie pour deux raisons. Premièrement, personne, pas même les USA, ne souhaite une confrontation militaire directe avec la Russie. Les armes nucléaires sont une garantie d'autodestruction mutuelle. Deuxièmement, personne en Europe ne veut mourir pour le Donbass. Par ailleurs, la Russie serait également bien accueillie par la population du Donbass, donc une intervention européenne serait encore plus complexe avec la population contre elle. Enfin, troisièmement, les USA ont déjà fort à faire avec la Chine, un adversaire plus consensuel que les Russes en Occident. Un conflit ouvert contre la Russie pourrait créer des dissensions avec les alliés naturels que sont les Européens. Les Allemands pèseraient afin de préserver leur approvisionnement énergétique, ce qui serait une gêne pour la diplomatie internationale américaine. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore une raison de taille qui va pousser Vladimir Poutine à prendre le contrôle de l'Est de l'Ukraine. Pour ne pas rester en reste, les Américains se sont également lancés dans le développement de missiles hypersoniques et ils sont en passe d'y arriver si ce n'est pas déjà fait. C'est ce que nous raconte la une du Sun en novembre 2021. Les USA seront bientôt en capacité d'avoir des missiles hypersoniques basés en Allemagne qui pourraient rayonner jusqu'à Moscou. Je suppose qu'il est donc devenu urgent pour Vladimir Poutine de prendre le Donbass avant que les USA ne verrouillent plus durement les troupes russes à l'intérieur de leurs frontières. Alors bien sûr, ce ne sont que des suppositions, mais nous avons de plus en plus d'informations chaque semaine qui vont dans ce sens. D'ailleurs, la Russie prépare cette opération depuis longtemps. Par exemple, ses espions sabotent depuis des années les stocks d'armes ukrainiens. En quelques années, ce sont des centaines de milliers de tonnes d'armes ukrainiennes qui sont parties en fumée suite à des sabotages. Une telle crise ne doit pas provoquer des peurs existentielles, mais elle doit nourrir votre réflexion sur la structure de votre portefeuille financier. Je ne réduis pas tout à la finance, mais comme je le dis souvent, ici, c'est une chaîne de finance. De la même façon, je n'en veux pas à mon garagiste de toujours ramener nos conversations aux voitures. C'est pour ça que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Didier Darcet, nous vous proposons un portefeuille diversifié tant sur le plan des actifs que sur le plan géographique. Didier vous parlera de l'impact de l'énergie sur le cours des marchés actions et notamment des marchés américains ce mois-ci. Pour ma part, je vais reprendre le portefeuille de la lettre pour vous proposer un format que vous pourrez répliquer et suivre pas à pas si vous le souhaitez et donc on pourra facilement suivre les performances. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Alors rassurez-vous, le Donbass ne sera pas la cause d'une troisième guerre mondiale comme certains le fantasment sur internet. Repensez à l'annexion de la Crimée pour laquelle il n'y a eu aucune victime malgré toutes les menaces de l'Occident. Dans le fond, les demandes de la Russie sont largement entendables quant au respect d'une zone tampon autour de la Russie libre de toute influence de l'OTAN. Pour autant, de telles tensions et une prise de l'Est de l'Ukraine affirmeraient un peu plus encore l'emprise de la Russie sur la politique européenne et notamment sur la politique énergétique. Si cette crise énergétique se déroulait dans une relative indifférence des Européens et des USA, alors l'Europe notamment aura publiquement reconnu qu'elle est entièrement dépendante de la Russie et incapable de toute protestation.